Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Delphine Torgman. Coach bien-être aux multiples compétences, vous l'avez peut-être déjà aperçu dans l'émission Les Maternelles, ou comme moi, suivi ses nombreuses vidéos bien-être en ligne. Aujourd'hui, on aborde avec elle le sujet complexe et parfois douloureux des compulsions alimentaires. On décortique ce qu'est une compulsion alimentaire, ce qui la distingue d'une simple gourmandise et pourquoi il s'agit surtout d'un problème d'émotion plus que d'alimentation. Elle nous explique les spécificités de ce trouble, ses mécanismes et surtout les solutions pour s'en libérer et retrouver un rapport serein à son corps et à l'alimentation. Delphine est passionnée et c'est avec beaucoup d'empathie et de cœur qu'elle s'est livrée à mon micro sur ce sujet. J'espère que cette conversation vous plaira. Très belle écoute à tous. Bonjour Delphine. Salut. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Ravie aussi. Delphine, pour te présenter à nos auditeurs-auditrices, quelques mots d'introduction. Donc déjà, tu es hypnothérapeute, coach et sophrologue. Tu es également écrivaine puisque tu as publié plusieurs livres. Tu accompagnes les individus, mais également les entreprises. Et surtout, tu es spécialisée dans les compulsions alimentaires et c'est la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors déjà Delphine, moi je me demandais pourquoi tu as choisi d'accompagner les gens qui souffrent de compulsions alimentaires. Pourquoi précisément ce sujet ? On me demande souvent si j'ai eu des compulsions alimentaires, c'est pas le cas. Je me suis spécialisée quand j'ai commencé à être sophrologue sur tout ce qui est autour de la maternité, accompagner les femmes enceintes pour préparer leur accouchement après, avec le yoga prénatal aussi. J'ai fait l'émission Les Maternelles pour les mamans, des minutes zen pour qu'elles se sentent bien. Et donc je pensais que j'allais recevoir beaucoup de femmes enceintes. Et la vie décide aussi pour toi. Même si j'avais tout ça et j'étais très visible pour les femmes enceintes, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour cette problématique de compulsion alimentaire, de grignotage, de sensation de perte de contrôle avec l'alimentation, de mal-être, de problèmes d'estime de soi. Et donc, à force de recevoir toutes ces femmes qui souffraient de ces troubles alimentaires, j'ai créé ma méthode avec de l'hypnose, de la sophrologie, du coaching, des neurosciences. C'est vraiment les personnes qui sont venues avec moi, qui m'ont aidé à mieux les accompagner au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une compulsion alimentaire exactement ? Parce qu'on entend plusieurs terminologies différentes, on parle de boulimie, d'hyperphagie. Qu'est-ce qui distingue ces différentes typologies finalement ? De quoi on se parle ? C'est peut-être la raison pour laquelle ce sujet m'intéresse tant, c'est que c'est vraiment une problématique émotionnelle. On n'a pas un problème d'alimentation, on a un problème d'émotion. On dit qu'on mange ses émotions, c'est parce qu'on ne sait pas comment nourrir sa peine, comment la délivrer, comment gérer son stress, qu'on va utiliser la nourriture pour venir nourrir un besoin qui, à ce stade, n'est pas conscient. Donc tout l'intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe en nous, de quoi j'ai besoin dans ma vie, d'affection, beaucoup lié à l'affection, à l'amour que l'on se porte, l'amour qu'on s'autorise à recevoir et donner, toute cette régulation. Tu vois, je suis même émue quand je t'en parle, tellement ça me touche ce sujet, parce que c'est vraiment une problématique d'amour en fait. Comment les femmes arrivent à s'aimer, comment elles arrivent à oser donner, mais aussi recevoir, et sans violence, ne pas se faire violence. Et donc quand on mange en excès, on cherche tellement à se remplir parce qu'on est tellement en manque d'affection. Et le sucre, c'est souvent lié au sucre, on dit une douceur. Tiens, je me ferais bien une petite douceur. Et ce dont on a besoin, c'est de véritable douceur, de liant, de lien,
de sensation qu'on est capable d'être aimé pour ce que l'on est. Et ouais, ça tourne autour de ça. Il est 9h, je suis déjà super émue. Et alors, donc, on comprend bien du coup ce que c'est qu'une compulsion alimentaire. Qu'est-ce qui distingue par exemple la boulimie de l'hyperphagie ? Ouais, alors, qu'est-ce que c'est, si on peut se les redéfinir pour ceux qui nous écoutent ? Ouais, une compulsion alimentaire, pour revenir sur une définition un petit peu plus pragmatique, c'est vraiment, il y a plusieurs caractéristiques. Un, c'est cette perte de contrôle. Tu as envie de manger un carré de chocolat et tu vas manger la tablette, voire 2 tablettes. Tu pars pour manger une chips et tu manges 3 paquets. Il y a vraiment une sensation de lâcher prise, mais de perte de contrôle. Un peu comme si tu sais pas skier et tu arrives en haut de la piste et tu sais plus du tout comment tu es arrivé en bas, mais tu sais pas ce qui s'est passé, c'était complètement malgré toi. Donc cette sensation de ne plus maîtriser les choses avec l'alimentation, ça c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est la grande quantité de nourriture que tu vas ingurgiter. Tu vas pas manger du coup un carré de chocolat parce que tu es gourmande et tu aimes le chocolat, mais tu vas manger sans limite. D'ailleurs, souvent les gens me disent non, mais je suis gourmande, j'aime bien manger. Non, les gens qui sont gourmands et qui aiment bien manger, ils s'arrêtent à un carré, ça leur suffit parce qu'ils sont gourmets. Mais du coup, cette grande quantité est souvent dans un temps très court, parce que souvent on a honte de ces compulsions alimentaires, de ces grignotages, et du coup c'est comme si ça allait tellement vite, ça ne se voyait pas. Donc il y a une perte de contrôle, ça c'est le premier symptôme. Une grande quantité de nourriture absorbée dans un temps record. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, c'est ce qui va distinguer, je réponds à ta question, boulimie et hyperphagie, c'est est-ce qu'on a des comportements compensatoires ou pas. Un comportement compensatoire, c'est que tu vas compenser la grande quantité de nourriture que tu vas manger. Donc c'est-à-dire qu'après, tu vas te faire vomir. Ou alors tu vas faire du sport en excès, tu vas faire, 25 heures de sport par semaine pour compenser le fait que tu manges trop. Ou tu vas faire des jeûnes, tu vas te priver de nourriture, tu vas plus manger pendant 3 jours. Tu peux aussi prendre des laxatifs pour te vider. Ça, c'est des comportements compensatoires. Et ça, ce sont des caractéristiques qu'ont les boulimiques. Les personnes qui sont boulimiques se remplissent en perdant le contrôle, en mangeant beaucoup dans un temps très court, et ensuite vont avoir ces comportements compensatoires de se faire vomir, de ne plus manger, de faire trop de sport. Les personnes qui sont hyperphagiques, elles vont garder la nourriture en elles. Donc elles vont avoir tendance à prendre du poids. Ça, c'est la différence. Et du coup, parfois, des gens qui sont boulimiques, c'est un trouble qui ne se voit pas. On ne peut pas du tout percevoir qu'une personne est boulimique. Une personne hyperphagique, si elle prend du poids, on peut se demander, tiens, si elle n'a pas des comportements, des troubles du comportement alimentaire. Un autre symptôme, ça va être aussi cette sensation de mal-être. Une sensation de mal-être vraiment générale où, parce que tu perds le contrôle avec la nourriture et que tu te remplis et que ça t'écœure, déjà tu te sens mal physiquement, tu te sens fatigué, mais il y a aussi un mal-être intérieur. Tu commences à perdre l'estime de toi parce que tu te dis, j'ai envie de bien manger, je me lève le lundi matin, je suis motivée pour bien commencer la semaine, et dès le repas, dès le déjeuner, tu fais n'importe quoi. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi ? C'est quoi mon problème ? Et c'est là où tu commences à perdre l'estime de toi. Avec une forme de culpabilité en plus, j'imagine, qui doit se rajouter. Beaucoup de culpabilité. Et à un moment, il y a un truc aussi qui est, fichu pour fichu, de toute façon, je remange, voilà. Il y a un côté qui peut être aussi autodestructeur. C'est je ne m'aime pas, alors je ne vais pas manger ce qui est juste pour moi. Parce que je n'ai pas conscience à quel point mon corps est un temple que je dois honorer, à quel point je suis importante. Et c'est vraiment un travail aussi sur l'estime de soi. C'est pour ça que c'est aussi passionnant. Selon toi, qui est le plus touché par ce type de problématique ? Est-ce que tu observes certains patterns ou des populations qui vont être plus à risque de développer des compulsions alimentaires, de ce que tu as pu observer dans tes consultations pratiques ? Moi, j'aime beaucoup accompagner les femmes parce que souvent on dit qu'il y a beaucoup de charge mentale chez les femmes. Et souvent, elles me disent, mais je fais ça. Je ne peux pas là me faire à manger sainement, faire du sport, etc. C'est trop. Et je leur dis, oui, c'est vrai. Avant de se lancer dans un programme où on va prendre soin de soi, avant de changer son alimentation, changer sa routine sportive, il faut déjà faire des modifications parce que c'est comme si ta barque, elle était déjà bien trop chargée
Et si on te rajoute de bien manger, de faire du sport, de méditer, etc., mais tu es en train de couler. Donc parfois, quand tu prends la décision de ne pas prendre soin de toi, c'est juste parce que tu as l'impression que ça va être des charges en plus et que du coup, ça va te mettre en danger. Donc c'est pas un problème de volonté, c'est que tu sens vraiment que déjà, tu n'en peux plus, donc tu ne vas pas te mettre des contraintes en plus. Donc on travaille sur qu'est-ce qu'il y a dans ta vie en tant que charge mentale, qu'est-ce que tu peux retirer, comment tu peux t'alléger. Tu vois, déjà, il y a une métaphore avec l'allègement. Quelle décision tu vas prendre pour lâcher prise, lâcher le contrôle aussi, parce que souvent, ce sont des femmes qui ont en communication, on travaille sur le soi parfait. Tu sais, les drivers de Toby Keller en coaching, c'est quand tu cherches à être trop parfaite, à faire bien les choses, tu veux tout contrôler, tout maîtriser, et puis après, il y a un truc qui lâche, c'est toi. Parce que tu es centré sur les autres, sur bien faire, et toi, tu te considères en dernier. Donc, on travaille beaucoup sur la prise de décision. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, dans mon quotidien? Comment je peux lâcher le contrôle? Comment je peux alléger ma vie? Et à partir de là, tu vas voir le sport et le bien manger non comme une contrainte, mais comme un carburant pour nourrir tes autres activités. Donc, c'est tout un travail sur une prise en charge globale de comment tu es dans ta vie, quelle est ta routine, quel est ton état d'esprit. Et on ne va pas juste rajouter du bien manger et du sport et rajouter des injonctions, sinon c'est trop stressant. Donc il faut vraiment accompagner les femmes à partir d'un état de bienveillance où on comprend là où elles sont. Et on va déjà faire des ajustements à partir de là où elles sont. Donc finalement, tu dis que c'est plutôt les femmes qui vont être plus à risque que les hommes. En tout cas, tu vois surtout des femmes en consultation et des femmes dont la charge mentale est déjà tellement importante que finalement, ça développe ce genre de comportement un peu compensatoire. Est-ce que tu penses aussi qu'il peut y avoir des causes un peu paradoxales comme des femmes qui vont chercher à perdre du poids et qui vont tellement être frustrées que ça va faire l'effet inverse et à force de se priver, on va créer un comportement compensatoire? Est-ce qu'il peut y avoir comme ça des racines, des causes qui vont être annexes ou... Tout à fait. Donc, il y a plusieurs typologies de personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Ça concerne aussi les hommes. Moi, j'accompagne aussi certains hommes. Là, mais les programmes en ligne, c'est pour les femmes. Les enfants aussi ou pas? Oui, les enfants aussi. Ouais. C'est des problématiques affectives. Les compulsions alimentaires, ça touche donc les femmes qui ont une charge mentale très élevée et beaucoup de stress avec un syndrome du soi parfait. Ça peut toucher aussi les hommes, les enfants. Toutes les personnes qui ont des carences affectives peuvent être amenées à chercher à se nourrir leurs véritables besoins par l'alimentation. Mais ça peut aussi être d'autres addictions comme la cigarette, comme la drogue, l'alcool, le sexe, toute forme d'addiction. Ce qu'on a observé dans les neurosciences, c'est que l'addiction au sucre, elle est vraiment proche des addictions comme l'alcool ou les drogues ou le tabac. C'est Aviel Goodman dans les années 90, c'est un psychologue américain qui a vulgarisé un peu cette nouvelle définition de l'addiction qui est intéressante. C'est cette idée de trouver du plaisir et du soulagement dans un comportement avec une sensation de perte de contrôle. Et c'est vraiment ça avec la nourriture. Et c'est très intéressant de comprendre ça parce que on a besoin d'avoir du plaisir dans sa vie et du soulagement. Et la nourriture, le sucre, vient apporter du plaisir, de la sérotonine, des endorphines, toutes les hormones du bien-être, une sensation de plaisir et de soulagement. Tu vois, je fais ça avec mes épaules, on ne le voit pas quand on va m'écouter, mais c'est vraiment une sensation comme si on m'en enlevait un poids de stress. Et quand tu vas manger en grande quantité, comme tu as une perte de contrôle, ça t'apporte du lâcher-prise. C'est un moment où tu débranches ton cerveau et tu as du plaisir et du soulagement. Donc si on comprend ça, on va aller déjà, je vais expliquer ça aux personnes et on va trouver chez chaque personne, et chaque réponse est individuelle, c'est pour ça que mes accompagnements c'est de la dentelle hyper personnalisée. Qu'est-ce qui va t'apporter toi du plaisir et du soulagement? Et on va venir chercher d'autres choses. Mais c'est pas que compenser parce que sinon tu vas te dire ok, je mange pas une tarte au chocolat, mais je vais prendre une tisane. Les gens me disent, mais ça m'apporte pas autant de plaisir la tisane. Oui, d'ailleurs, j'allais te demander, c'est vraiment le sucre en fait, parce qu'on peut avoir des compulsions alimentaires et manger des choses qui sont pas forcément sucrées, mais qu'on adore, ou il y a vraiment une relation au sucre qui est très spécifique dans ça. Le sucre, c'est vraiment une drogue. Et plus tu manges de sucre, plus tu as envie de manger sucré. Donc, au-delà de la carence affective, il y a le fait de manger sucré. Si toi, par exemple, tu donnes beaucoup de sucre à tes enfants
ils vont être drogués au sucre, même s'ils n'ont pas de carence affective. Donc c'est vraiment une drogue comme le tabac, tu vois. Tu viens nourrir un petit monstre quand tu mets du sucre, et le petit monstre à l'intérieur de toi, il te dit j'ai faim de sucre, j'ai faim. Et plus tu le nourris, plus il a faim, et plus il crie. Donc c'est ça qui est intéressant dans le sucre. Mais après, avec l'idée de se remplir, moi j'ai accompagné des gens qui pouvaient boire des verres d'huile d'olive, hein, ou alors qui prenaient 500 grammes de soja en pleine nuit, et qui mangeaient du soja debout dans le frigo à 4h du matin. Ou du pain, ou n'importe quoi en fait. Tout ce qui te passe sous la main, puisque l'idée c'est de se remplir et avoir une sensation de lâcher prise. Donc cette fonction de se remplir n'importe comment et de perdre le contrôle, c'est ça qu'on va chercher dans la compulsion alimentaire. Tout à l'heure, tu as évoqué les émotions que génèrent ces compulsions-là, le sentiment de honte, de culpabilité. Est-ce que tu observes aussi des effets collatéraux dans je sais pas, des troubles digestifs, des difficultés à dormir? Qu'est-ce que ça implique de souffrir de ces compulsions alimentaires ensuite? Qu'est-ce qui doit nous alerter dans notre vie? Ouais, et j'ai pas répondu à ton autre question sur le fait que les régimes pouvaient entraîner des compulsions alimentaires. Et oui, parfois les gens se disent ok, je vais essayer le truc avec manger que des pommes ou que des carottes, ou je vais manger que des protéines, etc. Et le fait de se restreindre, d'avoir un rapport à l'alimentation qui est un peu yo-yo, ça va complètement faire vriller en fait. Donc il faut vraiment se dire qu'on fait jamais de régime, mais on choisit une alimentation saine à vie. Une alimentation saine, c'est 80% de fruits, légumes, protéines non transformées, fibres, mais 20% d'aliments, un éclair au chocolat, une glace au café si t'aimes ça, une pizza. 20% c'est 3 repas dans la semaine, c'est sympa. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les haricots verts, c'est sympa aussi. Et manger du riz complet avec des belles tomates, etc., c'est super sympa aussi. Il faut changer aussi ses croyances de dire d'aliments plaisir. C'est pas je me fais plaisir 3 fois dans la semaine et le reste du temps je m'ennuie. Il faut trouver aussi comment dans l'alimentation les fruits et légumes, mais c'est délicieux, c'est merveilleux, il faut savoir les cuisiner, mais c'est pas si compliqué. Mais en fait, tu te fais plaisir tout le temps. Donc ça, il y a aussi un travail de croyance à faire sur ok, je me fais plaisir une seule fois dans la semaine. C'est horrible. Non, moi, je me fais des grands kiffs chaque jour, chaque repas. Il faut changer son regard sur les aliments et arrêter de catégoriser les aliments un peu régime. Haricots verts, c'est un bon exemple, surtout. Ça dépend comment on les cuisine, mais... C'est ça, moi. Mes enfants me disent, mais alors on n'aime pas les haricots verts, mais quand toi tu les cuisines, on les adore parce que tu nous fais une sauce au pesto et là, avec du parmesan. Ah oui. Donc, après, c'est une question de quantité, mais il faut mettre de la joie, du plaisir, tout le temps. Chaque jour, chaque repas. Plein de couleurs dans l'assiette, au moins 3. Tu vois, dans mes programmes, je donne des petits tips très concrets, comme ça. Est-ce que tu as 3 couleurs dans ton assiette, peu importe ton repas? Si tu n'as pas 3 couleurs, ton cerveau, il a l'impression que c'est trop fade. Donc, des petites choses comme ça qui aident à trouver du plaisir dans l'alimentation. Mais du coup, j'ai oublié ta dernière question. Si on revient, oui, aux effets collatéraux, du coup, de ces compulsions alimentaires, est-ce que toi, tu observes des choses qui sont développées par les personnes qui en souffrent? Moi, j'ai cité troubles digestifs, troubles du sommeil, mais il peut y avoir sûrement d'autres choses. Qu'est-ce qui doit nous alerter quand potentiellement on souffre de ça et se dire, bon, tiens, là, ça impacte ma vie, il faut que je fasse attention, il faut que je consulte. Qu'est-ce qu'on peut observer? Évidemment, la prise de poids, le cholestérol, le diabète, des prises de sang qui sont moins bonnes, un essoufflement, donc moins d'envie de faire du sport, tous les troubles, donc des troubles digestifs, du sommeil, etc. Aussi pour les personnes qui se font vomir, des problèmes à l'œsophage, ça irrite l'œsophage, ça irrite les dents avec l'acidité, donc ça peut atteindre tes dents. Donc forcément, il y a des troubles physiques, il y a aussi des troubles, on va dire, plus comportementaux, c'est-à-dire que tu prends du poids, tu peux te sentir mal dans ta peau, donc tu peux aussi avoir un repli social, vouloir rester plutôt chez toi, dire non à aller au resto avec des amis, ça peut t'angoisser d'aller au resto, ça peut être aussi, tu prends moins soin de toi, tu vas moins acheter des vêtements, puis tu es aussi moins motivé pour tout. Tu as une perte de confiance qui vient un peu teinter tout le reste de ta vie. C'est pour ça que c'est important de traiter cette problématique. Tu parles aussi souvent dans tes vidéos ou dans tes formations de l'importance de reprogrammer son inconscient. C'est une phrase que tu as dite.
qu'est-ce qui est finalement de l'ordre du conscient et de l'inconscient quand on se parle de compulsion alimentaire ? Oui, moi je suis hypnothérapeute et je suis passionnée par cette idée de l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Et du coup, 90% de nos décisions sont prises par notre inconscient. C'est fou, hein. Pourtant on pense être des êtres très rationnels et pragmatiques, mais on est vraiment drivé par le ventre, par le cerveau émotionnel. Donc plus tu vas travailler dans des états de conscience modifiés, avec l'hypnose, avec la sophrologie, ces états tout simplement un peu comme de calme quand tu lis un livre et que tu t'endors un peu sur les pages, tu dois relire, hein, c'est pas autre chose que ça. Mais plus tu vas être dans cet état de calme, avec des ondes cérébrales alpha, donc, qui vont détendre tes muscles, réguler ton rythme cardiaque, ta respiration, plus tu vas être amené à avoir une écoute fine de tes ressentis, de tes émotions et de tes besoins. Et reprogrammer son inconscient, c'est parler un langage que l'inconscient peut comprendre. Donc si je dis à l'inconscient, il ne faut pas manger en trop, lui il n'entend pas la négation. Si je te dis, ne pense pas à une girafe, tout d'un coup, tu vas penser à une girafe. Donc, il y a tout un travail à se dire, mais au lieu de dire il ne faut pas manger en trop, ça va être je vais manger des haricots verts au pesto. Bon, après, je te donne la recette à la fin. Je l'attends. mais c'est tout un travail déjà, comment on se parle, et aussi comment, c'est pas au moment où tu es angoissé et que tu as envie de manger le pot de Nutella, que tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à la place ? Quel est mon besoin ? Donc il faut pouvoir, un peu, c'est comme quand, c'est pas au moment où tu as le plus faim que tu vas faire tes courses. Il y a un travail de prise de recul et de décodage de l'inconscient. J'ai pas un problème de compulsion alimentaire, j'ai pas un problème avec la nourriture, j'ai un problème affectif, j'ai un problème de prise de décision, j'ai un problème de surcharge de travail. Il faut pouvoir décoder et ensuite répondre au bon niveau. Souvent, on dit en coaching qu'un problème ne se résout jamais au problème là, au niveau là où il est situé. Il faut aller remonter de niveau pour aller chercher les causes profondes. Et quand on va parler à l'inconscient, on va parler sur un langage métaphorique. Avec l'hypnose, ce qui va permettre de faire une reprogrammation, un peu comme si tu te dis, tu as une alerte, genre « Ah, je suis stressée, j'ai besoin d'un gâteau ». Et là, tu dis « Non, je suis stressée, j'ai besoin de réguler mon stress, j'ai peut-être besoin de prendre la décision de changer de boulot. » Et voilà. Donc, tu vas décoder et répondre différemment. Et après, tu peux apporter des réponses, on va dire, plus pragmatiques, des techniques respiratoires, des visualisations, du journaling pour écrire, pour décharger un peu tout ce qui te traverse. Tu peux faire des exercices psychocorporels, contracter tes poings, la souffler, lâcher. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place, des huiles essentielles. À chaque personne, ses solutions. Mais on va déjà décoder les messages de l'inconscient. Parce que les gens pensent vraiment qu'ils ont des problèmes avec la bouffe, alors qu'ils n'ont aucun problème avec la nourriture. C'est ça l'idée, c'est de changer ça. Et avec l'hypnose, on reprogramme l'inconscient parce qu'on va utiliser déjà les ressources de la personne. Dans un état modifié de conscience, donc en état d'hypnose, si je te dis, quelles sont tes solutions pour pouvoir un peu, je vais utiliser des métaphores comme ton ordi, il est mal branché, le fil rouge, il est avec l'embout noir et on va rebrancher, on va refaire le câblage. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour faire cette nouvelle connexion ? Tu vois, c'est des métaphores comme ça, mais le cerveau, tout d'un coup, il trouve de nouveaux chemins. Reprogrammer, c'est un peu comme un GPS où tu es tout de suite, hop, placard, Nutella, chocolat, etc. Et là, on se dit, ok, signal de stress, de tension, d'angoisse, nouvelle direction. Donc on va reprogrammer un nouvel itinéraire. Comment prendre soin de soi de l'intérieur, comment nourrir ses besoins et pas utiliser le comportement de compulsion. D'ailleurs, est-ce que tu as des cas d'école à nous partager de patients, je ne sais pas d'ailleurs si on les appelle des patients, en tout cas des personnes qui viennent te voir pour des causes différentes de compulsion alimentaire. Est-ce que tu as des exemples comme ça très concrets ? Je ne sais pas, on peut penser au burn-out ou au postpartum. Quelles sont les causes que toi tu as observées, quelques cas d'école à partager ? Oui, alors ça peut être des clients, parce qu'ils viennent me voir, ils achètent mes programmes, mais ça peut aussi être des patients, parce qu'il y a cette idée, moi j'aime bien dans ce mot de patience, en fait. De la tendresse et de la patience pour se relever d'épreuves. Souvent, on l'a dit, c'est une problématique affective, donc il y a souvent des gens qui sont trop stressés, donc on va les aider à gérer leur stress, prendre de nouvelles décisions, réorganiser leur vie, et aussi être plus bienveillante avec elles-mêmes, se lâcher la grappe, apprendre à se foutre la paix, se lâcher la grappe, parce que quand on est trop exigeante avec soi,
à un moment, il y a bien un endroit où on doit se lâcher. Et souvent, on se lâche sur la nourriture. Donc, comment se lâcher autrement, avoir plus d'orgasme. On peut travailler aussi sur la notion de sexualité qui est c'est souvent un lien. Parfois, j'ai des patientes qui ont des problématiques avec leur sexualité, elles n'arrivent pas à se lâcher, donc elles se lâchent sur la nourriture, elles ont eu des attouchements, des choses difficiles, donc on va travailler sur l'estime de soi, sur le rapport au corps, sur l'image de la femme, qu'est-ce qu'on va venir nourrir, qu'est-ce qu'on va venir réparer, donc ça peut être ça. Il y a aussi beaucoup de choses liées à la tristesse. On dit que parfois, ce qu'on vomit, quand il y a des comportements de boulimie, on vomit ce que l'on n'arrive pas à pleurer. C'est très intéressant ça, de se dire, je suis triste, j'essaie de me remplir pour faire quelque chose de cette tristesse, j'essaie de l'apaiser, d'apporter de la douceur à ma douleur. Tu vois, il n'y a qu'une lettre de différence. Mais après, il y a un trop plein d'émotions qu'on va chercher à vomir, à recracher. Donc il y a toute cette problématique autour de la peine, du deuil, souvent, et de la séparation. C'est pour ça que c'est passionnant. Chaque personne qui vient me voir a un ou plusieurs défis qui sont totalement différents. C'est le même problème, mais c'est pas du tout les mêmes causes. Pourquoi c'est important de se faire accompagner quand on souffre de compulsions alimentaires ? C'est pas un problème de volonté. Tu vois, les problématiques qu'on a évoquées, si je souffre d'un deuil, d'une séparation, je suis dans un schéma de surcharge mentale et je sais pas comment m'en sortir. C'est des problématiques qui sont complexes et on peut pas se dire juste, bon allez maintenant, j'ai vu une fille sur internet, elle mange des carottes, maintenant je mange des carottes et puis voilà, ça ira mieux. Et quand je serai mince, tout ira mieux dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on mange, ça n'a rien à voir avec les kilos sur la balance. Donc il faut pouvoir trouver un thérapeute qui a une compréhension globale de l'origine de ces troubles et des mécanismes derrière les troubles du comportement alimentaire, et surtout qui a plusieurs solutions. L'hypnose, c'est vraiment une solution qui va être très intéressante pour reprogrammer le cerveau et changer les comportements. Mais moi, j'utilise aussi tous les apports en coaching et en neurosciences pour bien comprendre ce qui se passe, parce que souvent, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, le fait de pouvoir expliquer, donner des exemples, déjà, ça va créer un espace de sécurité. À partir de là, on va pouvoir tester de nouvelles méthodes. Il y a l'hypnose, il y a la sophro, mais il y a aussi toutes les problématiques. Moi, je m'intéresse énormément aux problématiques des rages dans les troubles du comportement alimentaire. Souvent, les gens pensent qu'il faut se calmer, se détendre, parce qu'ils sont stressés. Du coup, pour arrêter de manger en excès, on va se détendre. Mais souvent, ça ne suffit pas, parce qu'on a des rages en nous. Des rages, c'est pas seulement de la colère, c'est des rages qui viennent de très profond. Et on ne sait pas quoi faire de ce sentiment d'impuissance. Et du coup, on sent une violence qui gronde en nous et on veut l'étouffer parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on mange pour aussi, c'est comme un volcan qu'on veut apposer avec la nourriture. Donc on va travailler sur reconnaître la part de nous, parce que ce n'est pas tout notre personnalité, mais la part de nous qui est stressée, la part de nous qui est triste, la part de nous qui est complètement enragée. Et on va aussi travailler avec libérer cette rage. Et c'est pas que de la douceur, mes accompagnements, c'est aussi stimuler et libérer la rage. Donc un thérapeute, tu vois, c'est difficile de faire tout ce chemin sans l'écoute, la bienveillance, et un thérapeute qui va à la fois venir reconnaître ta douleur, mais aussi t'aider à ne plus te raconter d'histoires sur toi, ou en tout cas plus toujours les histoires qui ne te correspondent plus. Donc il faut trouver un thérapeute aussi qui te stimule, qui te challenge et qui te confronte quand on a besoin, mais à partir d'un espace d'humilité et de bienveillance. Alors justement, on va parler de ton accompagnement. Concrètement, comment ça se passe quand tu reçois quelqu'un, la première séance, comment ça se déroule et comment se décompose ton accompagnement thérapeutique avec tous ces outils dont tu parles, yoga, sophro, hypnose? Alors j'ai 2 types d'accompagnement, des coachings sur 3 mois, 12 semaines, parce que ça prend du temps. De comprendre son histoire, de comprendre les causes, de mettre en place de nouveaux comportements. Donc j'aime prendre ce temps, tu vois, avec les personnes. 3 mois, mes accompagnements individuels, où je vais avoir des séances de coaching en ligne, en visio, mais qui marchent tout aussi bien, pour comprendre l'histoire personnelle et apporter des outils personnalisés. Et parfois, c'est pas tant ce que j'observe. Et après, j'ai aussi des accompagnements en groupe, mais en petits groupes, 6 personnes, parce que ce qui est intéressant aussi sur 6 semaines, parce que parfois il y a des effets de miroir.
une personne qui va parler d'un truc et on n'avait pas conscience que nous aussi ça pouvait révéler des choses chez nous. Et j'aime bien aussi cette idée de sororité entre les femmes et d'accompagnement entre nous, de petits cocons, tu vois. Donc des accompagnements individuels sur 3 mois, 12 semaines, c'est la même chose quand on a une problématique qui est complexe et parfois on n'a pas envie de l'exposer à d'autres. Et des accompagnements en petits groupes, un peu dans un cocon, où on va chercher aussi du soutien et des miroirs dans le groupe sur 6 semaines. Moi j'ai plein d'outils, mais je vais apporter les outils qui correspondent au mieux à la personne. Et parfois c'est juste une phrase dite au bon moment qui va faire un déclic. Alors toutes les méthodes psychocorporelles dans mes accompagnements, tu as des vidéos de yoga, tu as des vidéos d'hypnose, de méditation, de sophrologie, parce que ce sont des outils, des soutiens, mais le vrai travail, il se passe dans la relation de confiance qu'il y a avec moi et comment je vais doser, à quel moment je vais apporter de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse, je vais reconnaître la peine, la difficulté et prendre l'ampleur et saisir ça, parce que quand tu es reconnu dans ta vérité, déjà ça guérit, tu vois. Je suis encore émue quand je t'en parle, parce que tellement ça résonne, tellement je pense à toutes ces femmes que j'ai accompagnées. Mais aussi, ça suffit pas. Il faut aussi avoir quelqu'un qui est challengeant, qui te confronte quand on a besoin. Parce que tu peux pas toujours te raconter la même histoire. Ah oui, j'ai été voir 15 diététiciennes. Oui, à un moment, tu as besoin de quelqu'un qui te dit bah stop. Là, ça va plus. Et qui dose ça. Ce challenge et en même temps cette bienveillance. La dynamique en groupe, comment s'inscrit le groupe versus l'individuel? Comment tu mixes les deux du coup? Donc, si tu as cette problématique, on prend un temps au téléphone ensemble, en visio, et on décide en fonction de ta problématique si tu te fais accompagner par moi en individuel. Et donc là, tu as accès à une plateforme où tu as plein d'outils, des vidéos, des choses à écouter, des exercices, un e-book de plus de 40 pages avec des neurosciences pour que tu comprennes ce qui se passe, des exercices, un carnet de pratique exactement, précisément, et des séances avec moi en individuel pendant 1h30. Pas mal de séances. Et quand c'est en groupe, c'est des visioconférences en groupe, en plus de tous les outils sur la plateforme. Et la force aussi de cet accompagnement, moi j'ai vraiment revisité le lien avec le thérapeute. Souvent, tu vois, tu vas chez le dentiste, tu as des rendez-vous 1 fois par semaine, chez le psy 1 fois toutes les semaines, c'est très cadré, etc. Et ce que j'ai vraiment observé, la force de ma méthode, c'est d'être très présente au moment où tu en as besoin. Et j'utilise le digital, parfois on dit oui, c'est pas toujours présentiel. Oui, mais le digital, c'est que aussi, quand tu démarres un accompagnement avec moi pendant 3 mois, tu peux me joindre sur WhatsApp, en messages vocaux ou en texte, à tout moment. Et en fait, le fait de pouvoir avoir accès à ton coach en disant bah, là, je m'apprête à manger le pot de Nutella. Et je me sens mal, etc. Et tu m'envoies un message vocal et moi je te réponds. Je ne m'engage pas à te répondre dans la seconde, hein, j'ai le droit à la déconnexion, mais il y a une proximité. On n'attend pas la semaine d'après. Et donc du coup, moi je demande aux personnes dès qu'elles sentent quelque chose, de m'envoyer un message vocal sur WhatsApp, un texte, et se décharger en fait. Décharger ce qui se passe. Et le fait de le dire, on se sent soutenu, on se sent challengé, on se sent encouragé, et on garde plus de ça en soi. Donc, et puis je vais pouvoir du coup ajuster ma méthode en fonction de ce qui se dit et de ces échanges entre nos séances de coaching plus formelles d'1h30. Mais il y a cette réactivité et ce soutien qui est quotidien, qui va faire... moi, j'ai jamais vu ça dans les autres accompagnements, mais je le propose parce que je pense que c'est la clé, le soutien. Tu l'as un peu évoqué au début, la confiance en soi, elle est clé aussi pour sortir du cercle vicieux des compulsions alimentaires. Comment tu travailles précisément la confiance en soi ? Il y a la confiance et l'estime. La confiance, c'est la conscience de tes compétences, ton savoir-faire, et l'estime de toi, c'est la conscience de tes valeurs, de ce que tu vaux. On travaille à remettre les femmes. Je travaille à remettre les femmes en confiance et aussi à renforcer l'estime d'elles-mêmes. Parce que c'est vraiment les deux volets qui sont importants. Elles sont capables de faire ce qu'elles ont à faire, leur mission d'âme sur Terre. Elles sont capables d'avoir l'énergie pour. Quand elle est au bon endroit, on a l'énergie pour faire nos projets, pour déplacer des montagnes. Mais pour faire, il faut savoir être. Il faut savoir qui on est
Et là, c'est un travail émotionnel, c'est un travail avec l'inconscient, c'est un travail avec le cœur. Et on travaille aussi cette dimension-là. Et tu vois vraiment cette métamorphose à la fin des programmes, tu sens que les personnes ont vraiment pris confiance, plus d'estime. Est-ce que ce changement aussi est pérenne et comment tu travailles la pérennité de ces actions-là? Oui, on travaille aussi beaucoup à célébrer les succès et moi je les aide à prendre conscience de leur transformation. Parce que c'est souvent tu te vois pas t'améliorer. Donc je leur apporte ce miroir. Et oui, à un moment, quand il y a un retour à soi, on n'a plus envie de faire marche arrière. C'est un peu comme un aliment que tu as décongelé, tu n'as pas envie de le recongeler. Quand tu as commencé à sentir tes émotions, alors oui, parfois tu as peine, parfois tu as rage, mais aussi ta puissance. Et quand tu reconnectes avec ta sensibilité, bah tu reconnectes avec ta joie, avec la beauté du monde, avec tout en fait. Et tu n'as plus envie de plus sentir, tu n'as plus envie de t'anesthésier. Parce que c'est une forme d'anesthésie hein, quand tu te remplis comme ça de sucre, de gras. Moi je dis souvent que manger mal, c'est se faire du mal. Donc t'as plus envie de ça. Quand tu renoues avec toute la beauté que tu peux avoir en toi, quand tu arrives à te pardonner de tes erreurs, quand tu arrives à avoir de la bienveillance, de la tendresse pour ton chemin, et que tu arrives aussi à voir plus clair, parce que comme tu gères ton stress, c'est un peu comme si tu nettoyais tes vitres. Tu as une vision plus claire de qui tu es et de qui tu as envie d'être. Et donc tu as envie, comme une belle plante, tu as envie de l'arroser, tu as envie de donner le meilleur. Donc il y a des vraies prises de conscience qui s'opèrent tout le long de ce chemin en fait. Des déclics vraiment. Des déclics, ouais. Tu fais pas marche arrière après. Quelle relation tu entretiens avec le corps médical, Delphine? Est-ce qu'il y a des ponts entre ta pratique et les médecins ou éventuellement d'autres thérapeutes? Est-ce que tu crées un réseau, tu te fais accompagner de d'autres spécialités? Oui, moi à la base j'ai commencé comme journaliste santé, donc j'ai interviewé énormément de médecins. J'ai travaillé aussi, donc j'ai travaillé pour Doctissimo comme journaliste santé, j'ai travaillé pour David Servan-Schreiber, celui qui a fait toutes les méthodes anti-cancer, qui a fait la promotion des médecines douces, donc et ma belle-mère est médecin, donc moi j'ai un rapport aux médecins, je trouve que ce qu'ils font c'est absolument merveilleux et je suis passionnée par les neurosciences, la médecine, la science, l'évolution de tout ce que ça peut apporter. Et je pense qu'il faut vraiment être dans cette dynamique de créer des ponts et chercher toujours à apprendre les uns des autres. Et il peut y avoir des choses... la musique peut guérir, un médicament. Parfois, moi, je peux être amenée à proposer, en tout cas à conseiller aux femmes que j'accompagne d'aller voir un psychiatre. Ou de faire un bilan sanguin, voilà, parce que c'est complémentaire. On a absolument besoin de faire des ponts. Ouais. Pour finir notre conversation, on va finir sur une touche littéraire. Je l'ai dit en introduction, tu as aussi écrit des livres. Tu en as écrit un dont le titre m'a interpellée, qui s'appelle Mincir Zen. Ces deux mots accolés, ça sonne un peu différemment, puisque la notion de minceur est toujours associée à quelque chose de difficile, à un peu de labeur. Pourquoi tu as choisi déjà ce titre et qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? Souvent, c'est une source d'angoisse, le poids. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que je vais prendre du poids? Comment faire pour mincir? On a une perte de repères et c'est très angoissant. Donc moi, je choisis toujours la voie de la douceur. C'est déjà en partant d'un espace d'amour. J'aide les femmes à se reconnecter avec leur cœur et à s'aimer telles qu'elles sont. Si elles ont 20 kilos en trop, il faut déjà qu'elles puissent arriver à aimer qui elles sont. Le chemin qui les a amenées à prendre ces kilos et à comprendre leur parcours et se dire, j'en suis là, et j'accueille ça, et j'accepte ça. Et j'ai de la bienveillance pour la personne que je suis, que j'ai été, pour tout ce que j'ai vécu. Et quand il y a cette reliance du cœur, on va pouvoir générer beaucoup d'ocytocine. C'est un peu comme quand on fait un câlin avec son bébé. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et c'est ça derrière cette notion de zénitude, de sérénité, c'est cet espace de, voilà, j'apprends à m'aimer. Moi, ce que je dis dans ce livre, c'est vous aider à vous aimer, c'est le nectar de ma vie. Donc il y a vraiment cette notion de nectar, tu vois, de douceur, d'amour. Et c'est ça qui crée un moment, j'arrête de me battre avec moi-même, j'arrête de me battre avec mes kilos. J'aime tout ce que je suis. Et parce que je m'aime profondément, je me souhaite le meilleur et je vais prendre soin de moi différemment. C'est ça l'idée derrière. C'est une très belle phrase pour finir notre conversation, Delphine.
Merci beaucoup, merci pour cette conversation très riche. Merci à toi pour tout ce que tu offres comme cadeau, cette vulgarisation des médecines douces. Merci d'avoir fait ce choix. Avec plaisir. À bientôt Delphine. Salut. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.